tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'univers du démoncornu.com, émission review comics dédiée à la mini-série, mini-série, parce qu'il n'y a que 2 numéros, BPRD Hell on Earth, The Abyss of Time. Donc, petit tour du propriétaire, rapide, avant de parler encore plus rapidement de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est co-scénarisé par Mike, je ne suis juste là que pour récupérer mon chèque Mignola. C'est scénarisé par Scott. Je ne sais pas si je suis un éditeur, je ne sais pas si je suis un scénariste, Ali. C'est dessiné par notre dieu à tous, James, je suis juste un putain de tueur arène. Et c'est colorisé par Dave, pareil, je suis juste un putain de tueur, Stewart. D'ailleurs, pour la petite anecdote, petite information plutôt qui fait plaisir, c'est la première fois depuis que Arène est arrivé dans Hellboy Team qu'il a été chargé de coveriser le numéro dont il s'est, on va dire, occupé de l'intérieur. Bon, information pourrie, mais quand même une information à retenir parce que ces couvertures sont vraiment, ma foi, très jolies. Et non seulement ce mec, plutôt devrais-je dire, ça nous prouve, ça nous montre, ça nous démontre, par A plus B, qu'en plus d'être un putain de tueur pour tout ce qui s'agit de la mise en mouvement, la gestion de l'espace, du cadrage et compagnie, James Aaron est aussi très bon lorsqu'il s'agit juste de poser une illustration des personnages dans un décor, dans un contexte, et de vouloir développer, entre guillemets, une idée, une ambiance, une atmosphère, ce genre de choses. Bref, c'est un homme talent multitâche, que voulez-vous, c'est juste un tueur, et c'est pour ça qu'on l'aime. Bon alors, ce Abyss of Time, que en dire, quoi en penser, Bah je sais pas pour vous, mais moi, à titre personnel, j'ai vraiment kiffé, j'ai juste surkiffé ma race. C'est surpuissant, c'est de la tuerie, c'est vraiment une putain de bonne série, de mini bonne série. Pas seulement parce qu'il y a, parce que je sais ce que vous allez me dire, et ben non, pas seulement parce qu'il y a, pas uniquement en tout cas, parce qu'il y a James Aaron aux commandes, au dessin de cette mini-série. Pour une fois. Non, parce que Scott Ali, pour une fois, ou... Ouais, on va quand même dire pour une fois, mais parce que Scott Ali, voilà, a, pour une fois, fait vraiment du très bon boulot au scénario de cette mini-série. On va l'expliquer un petit peu plus tard. Donc, avant de parler plus en détail de ce qui est à l'intérieur de ce masterpiece de ce début d'année 2013, resituons les choses. Donc, Abyss of Time, on le sait, tout le monde le sait, nous est sorti après la grosse grosse série The Return of the Master, dessinée par Tyler Crook. Donc dans un ordre éditorial, oui, mais dans un ordre chronologique, non, puisque le début, voire même l'intégralité de cette mini-série se déroule en même temps que The Return of the Master. Je m'explique. À un moment donné, vers la fin de The Return of the Master, vers le 4e ou 5e numéro, quelque chose par là, on a pu voir Kate Corrigan aller voir Johan Kraus et lui demander de bouger son cul du BPRD et de se barrer à Chicago avec une équipe, dans la ville de Chicago, aux États-Unis, avec une équipe d'agents du BPRD afin d'aller sauver les miches d'autres agents du BPRD partis plutôt à Chicago, mais seulement, voilà, comme très souvent avec la série BPRD, à chaque fois que les mecs on voit quelqu'un quelque part, ils ont jamais de nouvelles. C'est ça, je sais pas, il se passe des trucs dans le BPRD qui portent la poisse. Donc là l'idée c'est ça. Kate Corrigan donc explique que voilà, ils ont envoyé des bonhommes à Chicago, ils ont perdu contact avec eux, et que ce serait bien d'aller jeter un œil sur place, parce que bon bah voilà quoi, il y a des trucs, il y a des papiers à remplir, tout ça, et ce serait bien qu'ils rentrent à la maison. Donc ça c'était vraiment sur une page ou deux, limite même 3 ou 4 cases. Et juste après, donc, toujours dans The Return of the Master, on passait à autre chose, à la suite de la mini-série, Johan Kraus, on le revoyait plus. Et ben, patatras, alors non, pas encore Johan Kraus, mais Abyss of Time nous montre et nous explique ce qui est arrivé à la fameuse équipe, partie avant Johan Kraus à Chicago, et qui a perdu tout contact avec le BPRD. Donc, maintenant, nous allons parler de Abyss of Time et savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, The Abyss of Time nous raconte l'histoire d'agents, de 3 agents, si je dis pas bêtise, parce que j'ai une toute petite mémoire, du BPRD, donc partis à Chicago, afin d'enquêter sur un lieu au pouvoir magique, surnaturel, chelou, bizarre. Ils arrivent sur place, escortés par un jeune punk, un clodo du coin, qui leur dit « Ouais, voilà, c'est là-bas qu'il faut aller ». Donc les mecs y vont, et à ce moment-là, ne voilà-t-il pas que l'un de ces agents tombe sur... Alors là, ça va parler qu'au lecteur VO, peut-être aussi un peu au lecteur VF, mais s'ils ont vraiment une bonne mémoire. Voilà-t-il pas que l'un de ces agents tombe sur la fameuse épée de l'époque hyperboréenne, ou plutôt un bout d'épée,
puisque symbolisé par une lame, la lame de l'épée typique de l'armée d'Hyperborée, surmontée d'un bâton, le tout accroché avec une ficelle, enfin vraiment le truc de manouche quoi, fait à la va-vite. Et cette épée était d'ailleurs au centre, voilà pourquoi est-ce que je disais que ça allait surtout par le lecteur VO, au centre de la première série Witchfinder, Witchfinder in the Service of Angels, qui était vraiment au centre même de l'histoire et qui développait la thématique sous-jacente de cette série, à savoir la remise en question fantasmée, probable, de l'existence de Dieu, puisque on voyait donc Witchfinder trouver cette épée, les mecs datent l'épée, et l'épée date d'avant l'époque biblique et compagnie, et donc du coup, bah merde, ça remet en question pas mal de choses, voire même carrément le créationnisme. Mais bon, ça c'est autre chose, on en reparlera quand le volume VF sortira. Donc bref, un des agents du BPRD tombe sur cette lame et d'une seconde à l'autre, en une fraction de seconde, se retrouve téléporté ailleurs, dans un autre espace, dans un autre corps et dans un autre temps, puisque, et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du Hellboy verse, et c'est vraiment à saluer, donc merci Mignola et merci Scott Ali d'avoir osé franchir le cap, puisque c'est la première fois que nous est raconté une histoire prenant place d'un point de vue temporalité dans la préhistoire. Bon, déjà dans un premier temps dans la préhistoire, donc c'est une chose, mais surtout à un moment, on va dire, charnière, pas traité jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire du Hellboyverse, qui est la fin de l'époque d'Hyperborée et l'apparition des premiers hommes. Puisque donc on savait qu'il y avait donc ces deux périodes, mais entre les deux, on savait pas trop ce qui s'était passé. Voilà, il y a un point noir, on sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ben voilà, enfin, ça répond pas à toutes les questions et ça ne développe pas tout ce qui s'est passé entre ces deux-là, mais en tout cas, ça commence à faire la jonction entre ces deux époques. C'est la première fois, comme j'ai dit, et c'est dessiné par James Aren, et c'est juste génial. Donc, ce mec se retrouve propulsé à cette époque-là, se balade, trouve... Non, ça c'est raconté après. Bref, a toujours son épée entre les mains, tombe sur des potes à lui, enfin des gars qui sont soi-disant censés appartenir à sa tribu, puisque ce type se retrouve propulsé dans un corps qu'il ne connaît pas. Et les mecs de sa tribu lui apprennent que, bah si, on te connaît, tu es Galdenar, si j'ai pas de bêtises, tu es notre chef, machin, tu as l'épée du pouvoir qui balance des éclairs, patati. À ce moment-là, il y a un flashback où on nous montre le type, en fait, Galdenar, avant qu'il ne se fasse posséder par l'esprit de l'agent du BPRD, où on le voit se balader dans une espèce de temple machin, tombe sur la fameuse épée de l'époque d'Hyperborée, la pique, se fight avec des monstres, enfin bref, voilà, on s'en fout. Et donc, à partir de là, une sorte de quête à la Raon, à la Conan le Barbare, où on a ce type, en fait, grosso modo l'idée, un agent du BPRD contemporain qui appartient bien à notre époque, qui du jour au lendemain, vraiment en une fraction de seconde, se retrouve propulsé dans un monde qu'il ne connaît pas, qui est pourtant le nôtre, mais qui appartient à une autre époque. Donc c'est un autre monde, par conséquent. Il ignore complètement les codes de ce monde-là, de cet univers-là, il ne sait même pas qui il est, parce que son corps, à proprement parler, n'est plus le sien, donc il a tout à apprendre, et même à se réapproprier son propre corps, c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment le postulat de la série, on assiste à tout ça, jusqu'à un climax, on va dire, on apprend pendant la série que sa tribu se frite les chicots avec une autre tribu de mecs un peu chelous, et surtout blanchâtres et cannibales. Donc la série avance, on n'apprend rien de franchement intéressant, jusqu'à la fin, le climax, où on voit donc un maxi combat mené mais de main de maître par un James Aren, mais possédé. Ce mec a vraiment un talent, mais un sens inouï pour la symbolisation, la matérialisation, la visualisation, appelez-le comme vous voulez, de la vitesse, du mouvement et du cadrage. Ça donne juste lieu à des cases, mais à des scènes d'action à couper le souffle, tout simplement, vraiment. Donc, il y a une grosse scène de baston à la fin, ils se mettent tous sur la gueule, à ce moment-là, il y a un mec qui invoque carrément un vieux dieu qu'on devine être à ce moment-là un Ogdru-M, mais voilà, ils réussissent à buter le Ogdru-M en 2 secondes, et puis, une fois que tout est terminé, retour au monde normal, où on voit donc les deux agents du BPRD trouver le corps de leur ami qui avait disparu. Et au moment où ils mettent la main dessus, bah bim, v'là-t-il pas qu'un mec apparaît, mais pas n'importe quel mec, puisque on a enfin le fin mot de cette histoire. Pourquoi est-ce que ce type s'est retrouvé propulsé dans le passé en chopant une épée? Bah c'est la confrérie héliopique d'Aura qui est derrière tout ça. Oui, mesdames et messieurs, ça fait bien plaisir de les revoir. Donc notre type de la confrérie héliopique voit les agents du BPRD, suivi qu'est-ce que c'est que ce bordel, sort son flingue, une fusillade a lieu.
tout le monde meurt, tout scanné comme des merdes. Et malheureusement, notre pauvre ami qui s'est retrouvé donc bloqué dans le passé, se retrouve toujours dans le passé, puisque il y a personne pour le réveiller, il y a personne pour lui retirer l'épée des mains, et il est là, allongé, gisant à même le sol avec son épée, et toujours Kibo dans le passé. Pas de bol quand même. Donc ça c'était pour résumer de façon pourrie rapide l'histoire. Si vous voulez en savoir plus, lisez cette mini-série. C'est pour ça que je suis pas rentré dans les détails, pour vous laisser quand même un minimum de surprise. Donc ça c'est pour ce qui se passe dans la forme. Donc une histoire de voyage temporel où on nous montre une époque de transition entre deux grosses époques du Hellboyverse. Donc ça c'est génial. On voit un Ogdruem à la fin, c'est vraiment génial. Les fanboys vont être contents. Mais derrière, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qui se goupille, et puis surtout, quels enjeux cette série a-t-il posé ou a-t-il commencé à montrer? Donc, je vous l'ai dit en début d'émission, cette mini-série a principalement été scénarisée par Scott Ali, et cette série, du coup, pas nous prouve, mais nous démontre de manière, on va dire, concrète, formelle et définitive, que Scott Ali gère toute la partie vampirique du Hellboyverse. Pourquoi? Les deux précédentes mini-séries Hellboy BPRD scénarisées par Scott Ali, donc c'était Hellboy The Dead Remembered, la première, et la deuxième c'était BPRD Hell on Earth The Pickens County Horror. Donc dans The Dead Remembered, en plus c'est très important de reciter ces trois séries, on pouvait voir donc Hellboy au cours d'une enquête apprendre que la race la plus absente de l'histoire du Hellboyverse, à savoir la race des vampires, était bien là, bel et bien là, bien présent sur l'échiquier du Hellboyverse, mais que voilà, il s'était mis volontairement en retrait, il se cachait, ils sont tous planqués partout sur la surface du globe. Mais en fait, les mecs ont un dessein projet, terrible et funeste projet, qui est en fait, grosso modo, de grossir les rangs de leur armée en chopant plein de mecs, en les mordant, les transformant en vampires, en les enterrant dans le sol. Donc chaque clan, chaque faction de vampires partout dans le monde joue le même jeu, grossit les rangs de son armée dans l'attente de l'apocalypse vampirique. Ça nous était même annoncé à ce moment-là. Et lorsque le signal sera donné par qui, on ne sait pas, tous les vampires vont sortir de dessous de terre, vont sortir de leur manoir et compagnie, et vont niquer la gueule aux êtres humains. Donc ça, c'était dans The Dead Remembered, et entre guillemets, c'était censé, du coup, annoncer le présent. Puisque ça nous parlait, ça nous expliquait ce qu'il en était des vampires aujourd'hui. Dans The Pickens County Horror, qui est sorti bien après, cette série nous racontait... parlait également des vampires, mais tentait de nous montrer, de nous démontrer, de nous expliquer, ou de nous projeter, voilà c'est le terme, dans l'avenir, en nous présentant de la même manière, d'un point de vue visuel, j'entends, que le Assault Carpenter, j'en avais parlé même à l'époque, je l'ai expliqué, il nous présentait ce que les vampires allaient devenir. Les vampires, à ce moment-là, de cette histoire, en tout cas ça nous l'était montré, commençait à muter en une sorte de nouvelle race de vampires. À quoi elle ressemble cette nouvelle race de vampires? Et c'est là que je vais faire le lien avec Assault Carpenter. On ne sait pas, puisque l'histoire nous présentait deux agents du BPRD enfermés dans une cabane perdue au fin fond de la forêt, entourés par des mecs, mais qu'on ne voyait pas. Seulement on distinguait la silhouette perdue au fin fond d'une brume verdâtre et complètement dégueulasse. Et on nous expliquait à demi-mot que c'était des vampires. Des corps chopés par des vampires mordus et enterrés dans le sol, donc l'armée vampirique d'un clan de vampires, jusqu'à là vous me suivez, mais contaminés par les fameux champignons, espèce de fumée de champignons que les Ogdru aiment, laissent échapper lorsqu'ils sont sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? On a même pu voir ça à la fin de BPRD, le roi de la peur. Il y a Ogdruem, il se balade et il laisse échapper une sorte de grosse fumée. Cette fumée au contact des êtres humains, ça les transforme en des espèces de monstres grenouilles. Et cette fumée au contact des vampires, ça les transforme en une nouvelle race de vampires. Mais voilà, d'un point de vue visuel, ça nous l'était montré, mais à demi, on va dire, entre guillemets, à demi-mot, à demi-dessin. Et voilà, tout ça pour dire que ça ressemblait un peu au Assaut de Carpenter, parce que dans ce film-là de Carpenter, les méchants de tout film ne sont montrés, entre guillemets, jusqu'à la fin du film, tout du moins, qu'à moitié. On devine les formes à l'extérieur, mais on ne les voit pas, enfin... Vous voyez le film, vous allez comprendre. Et voilà, c'est à peu près le même procédé, donc pour ceux qui ont vu le film, vous me comprendrez. Donc ça nous présentait le futur. Maintenant,
présent, futur, il nous manquait donc le passé, et ben Abyss of Time est là pour parler de cette période, puisque pour moi c'est ma théorie, la fameuse tribu de cannibales que l'on voit au cours de toute la série, bah pour moi toujours sont les premiers vampires, ou en tout cas l'une des premières races de vampires, ou une race de cannibales monstres en voie de devenir des vampires. Pourquoi est-ce que c'est ma théorie? Déjà, premièrement, parce que les mecs sont des cannibales et qu'on les voit bouffer des gens. Bon, ça c'est une chose, mais ça explique pas tout. Mais surtout parce que les mecs, à la fin de la mini-série, on les voit clairement vénère la déesse noire, The Black Goddess, qu'ils appellent à ce moment-là, attention, Hecata. Hecate. Et Hecate, on le sait depuis son apparition de Wake the Devil, et ça a même été, entre guillemets, réexpliqué, ou en tout cas le doigt a été mis dessus plusieurs fois après dans l'histoire du Hellboyverse. Je pense notamment à la série BPRD 47 où elle est mentionnée comme étant la source, The Source en VO. Donc on le sait, Hecate a un lien très étroit avec les vampires, avec l'origine des vampires, The Source. Et donc on voit ces mecs idolâtrer Hecate, qui est donc, on va dire, l'une des ancêtres des vampires, en tout cas on peut l'imaginer à ce moment-là. Et puis bah voilà, tout simplement, je pense que ces quelques éléments mis bout à bout peuvent amener même d'autres personnes et pourront peut-être même vous amener à me rejoindre sur cette ligne de lecture là, qui est donc qu'on a pu assister à l'époque transitoire entre l'Hyperborée et notre monde à nous, l'apparition de premiers monstres sur Terre qui était donc la race des vampires. Donc encore une fois, et ça rejoindrait la dynamique de Scott Ali, à savoir mettre l'accent sur les vampires et développer en parallèle de l'ongoing Hell on Earth l'histoire des vampires, puisque tout le monde le sait, John Arcudi déteste écrire sur les vampires, et donc du coup Mignola confie ça à Scott Ali, ça ira plus vite, et puis on verra plus d'histoires traitant des vampires sortir que si on laissait ça géré par John Arcudi. Donc voilà, je crois que c'était tout. Donc les vampires, Hecate, BPRD 47, le lien, tout ça pour étayer ma thèse. Donc tout ça j'ai parlé, ce qu'il y avait dans la BD j'ai parlé, la transition entre bidule et bidule j'ai parlé, le dessin j'ai parlé. Bon, bah voilà, je pense que j'ai parlé d'à peu près tout de cette mini-série, en tout cas tout pour vous démontrer pourquoi je l'ai tant aimé. Donc bah voilà, bah du coup bah ça sera tout pour moi, et puis bah en attendant la prochaine émission, bah merci d'avoir regardé celle-ci, merci beaucoup, et puis bah je vous dis donc à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, salut!